Aujourd'hui, nous allons faire le point avec le professeur Makdouma Jérémy. Nous allons parler autour de l'ITIE, qui est l'initiative de la transparence des industries extractives. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je me porte comme un éléphant. Vous êtes coordonnateur de l'ITIE. Je suis coordonnateur de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au niveau national pour la mise en œuvre de ce processus. Mais vous êtes avant tout professeur d'université. Oui, je suis professeur d'université. Je suis professeur d'économie du développement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je travaille dans mon pays, pour la nation. D'accord, mais je me demande bien si vous avez vraiment le temps pour vous, parce que ça fait à peu près 6 mois ou plus que je vous cherche. Vous êtes tous si pas à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Est-ce que vous avez le temps de dispenser vos cours? Est-ce que vous avez le temps pour votre famille ou le temps pour vous-même? Vous donnez d'arrache-pied pour la nation. Oui, madame, vous savez, l'université, c'est aussi à la fois un lieu d'exaltation de la connaissance, mais aussi un lieu de la liberté de fonctionnement. Il y a des professeurs qui donnent cours de lundi à samedi, de 8h à 16h. Il y a des professeurs qui viennent comme visiteurs un mois. Il y a des professeurs qui peuvent envoyer des enseignements. Actuellement, la technologie de communication est vraiment à prix du niveau. On peut envoyer des cours aux étudiants. En fait, je m'acquitte très bien de cette profession, mais j'ai choisi que ma nation primait. Et alors, je suis prêt, vous l'avez bien dit, moi j'ai jamais été pendant 30 jours avec ma famille. Je suis le pèlerin pour obtenir à ce que ma nation soit relevée, que ma nation soit élevée, parce qu'il est écrit que lorsque le juste augmente, le peuple est dans la joie. Alors, donc lorsqu'on travaille pour sa nation, pour son élévation, le peuple est dans la joie. Et je pense que c'est un objectif pour moi primaire que je me suis assigné. D'accord. Alors au début de ce mois, la RDC a été déclarée pays conforme à l'ITIE au Mexico, à Mexique. Alors en ce moment, quelles sont vos impressions? Est-ce une fin en soi? Non, j'aime quand nous parlons de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, j'aime parler du processus. Lorsqu'on parle du processus, c'est-à-dire, c'est une continuation, une norme en continuation. Ce n'est pas la fin en soi, mais c'est un label d'attractivité. C'est obtenir la conformité à l'ITIE, c'est aujourd'hui une palme. Parce que lorsque vous obtenez cela, vous faites montre réellement que vous êtes en mesure d'établir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des revenus du secteur extractif. Donc ce n'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est que la transparence soit réelle, palpable dans le pays, que la bonne gouvernance dans la gestion des revenus des industries extractives soit réelle aussi. Donc c'est cela la fin en soi. Mais obtenir, c'est un affranchissement. Est-ce que, j'aimerais bien, sans vous poser cette question, est-ce que lorsqu'un étudiant obtient, on est en train de proclamer les résultats des étudiants qui ont terminé leur 6e année des humanités. Est-ce qu'obtenir le diplôme d'État est une fin en soi? Excusez-moi, je ne pense pas. Parce qu'il y a encore d'autres diplômes qu'il faut obtenir. Il y a encore la profession, le travail qu'il faut obtenir à la fin. La fin en soi, c'est obtenir un diplôme qui vous établit, qui vous reclasse, un diplôme pour la vie. C'est la fin en soi. Alors pour l'ITIE, c'est de même. Aujourd'hui, on a obtenu un diplôme, mais ce n'est pas la fin en soi. On continue jusqu'à ce que l'établissement de la conformité, de la transparence et de la bonne gouvernance soit des mots réels applicables dans notre pays. Mais en mars 2013, le pays avait loupé ce rendez-vous d'accéder au statut de pays conforme. Cela a été dû à quoi? Parce qu'il y a eu toute une opacité autour de cela. L'ITIE RDC n'a pas suffisamment communiqué là-dessus. Merci madame pour cette question. Elle est très importante cette question parce qu'elle me donne l'occasion d'expliquer ce que c'est conforme à l'ITIE.
Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que la conformité à l'ITIE, c'est comme le point d'achèvement à PPTE. Il y a des gens qui ont pensé que c'est fini. On nous a dit que nous sommes devenus un pays transparent. Il y en a même qui font des télévisions pour dire c'est faux, on a donné la conformité à la République démocratique du Congo, il y a la corruption, il y a encore de l'opacité dans tel domaine. En fait, la conformité, madame, à l'ITIE, il s'agit, quand on parle il s'agit du respect des règles de l'ITIE, des exigences de l'ITIE. Notre pays a maintenant 9 ans depuis que nous avons adhéré. Donc, nous n'avons pas obtenu cette conformité depuis 9 ans. Nous avons, parce que nous ne répondions pas positivement aux exigences de l'ITIE. On ne se conformait pas aux exigences de l'ITIE. Alors, nous avons été suspendus en avril 2013 de l'ITIE parce que... Oui. Quelles sont ces exigences, si vous pouvez éclairer Merci, la madame. lanterne de l'opinion? Oui, les exigences, en fait, c'est que on peut les résumer autour de 3 thèmes. Principalement, le thème principal, c'est la définition de la matérialité. Vous savez que le principe fondamental de l'ITIE est basé sur le fait que les entreprises doivent déclarer ce qu'elles payent à l'État. Et l'État doit déclarer ce qu'il reçoit des entreprises. Et ces 2 déclarations sont publiées sont d'abord rapprochées par un administrateur indépendant qui tire des écarts. Et puis cela est publié dans le rapport pour permettre un débat. Alors, lorsque maintenant, il faut dire quels sont les paiements. Vous savez, les entreprises, que ce soit les entreprises industrielles, extractives ou d'autres. Mais nous, à l'ITIE, nous voulons ce qui est spécifique au secteur. Donc, rien que les paiements qui concernent le secteur des mines, du pétrole et des gaz. Et ces paiements doivent être significatifs. Donc, assez importants pour que nous puissions les considérer. Donc nous, on ne va pas aller fouiner pour chercher $2000, $150 qu'une entreprise a payé à l'État pour une raison ou une autre. Nous prenons des gros montants que nous rassemblons. Mais pour les prendre, il faut avoir une définition de la matérialité. Donc le premier thème auquel nous n'avions pas réussi depuis toujours, c'était définir la matérialité. Alors, pour le rapport 2011, par exemple, on a défini la matérialité. Pour votre gouvernement, madame, la matérialité, c'est en fait un filtre, un tamis qui est placé devant les paiements, tous les paiements, les grands paiements que les entreprises ont effectués à l'État. Nous les mettons dans un filtre, dans un tamis où il y a des trous. Les tout petits, il y a des maillons ont un certain volume, un certain niveau, un certain degré, une certaine mesure. Alors, les paiements peuvent passer. Les tout petits paiements vont vite passer jusqu'à ce qu'on fixe un paiement qui ne passe plus, mais qui est le plus petit. Alors on le considère comme un paiement matériel. Concrètement, je veux dire que lorsqu'on parle de la matérialité, on parle des paiements qui, s'ils sont omis dans les déclarations, ils faussent la valeur globale des paiements déclarés, et voire même au trésor public. En 2011, nous avons donc pris $500 000 comme étant le seuil de la matérialité. C'est le paiement qui bloquait dans le maillon, et c'était le plus petit, mais le dernier. On a pris ça. On peut prendre 1 million, mais il faut définir et expliquer pourquoi. On n'arrivait pas depuis 9 ans à définir la matérialité. Nous l'avons bien défini parce que vous avez vu le résultat. Ça, c'est le premier thème. Le second thème, c'est le thème donc les exigences sont basées sur l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les industries extractives déclarent à l'ITIE. Si vous en omettez une, vous faussez l'exhaustivité et vous ne pouvez pas passer. Il y a l'exhaustivité des entreprises qui doivent déclarer, les entreprises privées, les entreprises d'État. Mais il y a aussi l'exhaustivité des flux d'avantages qui sont qu'on appelle des impôts, des taxes, qui sont importants dans le secteur des mines. On ne peut pas oublier de déclarer les paiements sur la redevance minière, par exemple. Sur l'impôt sur les bénéfices et profits. On ne peut pas ne pas prendre cet impôt. Alors donc l'exhaustivité est basée sur l'exhaustivité des entreprises. Toutes les entreprises doivent déclarer, publiques ou privées. Et puis l'exhaustivité des flux. Donc ça, nous n'avions jamais réussi à tout mettre dans nos rapports.
en ce qui concerne les entreprises, en 2010, nous avions omis, par exemple, l'entreprise Cohydro. Parce que nous étions dit que Cohydro n'est pas une entreprise de production du pétrole. Mais Cohydro a des activités dans le secteur du pétrole, non pas seulement, bien sûr, comme distributeur, mais ce qui est important, c'est que Cohydro perçoit de l'argent des parts qu'il a dans quelques entreprises pétrolières. Le fait de l'avoir omis, et nous avions perdu. Oui. Alors le troisième thème et le dernier, c'est la fiabilité des déclarations. Lorsque les entreprises déclarent à l'ITIE, il faut qu'on soit sûr que ce sont des éléments, des paiements qui sont certifiables, qui sont fiables. Pour cela, nous utilisons l'audit des comptes des entreprises privées, le contrôle de l'inspection générale des finances, ce qui n'avait jamais été fait. Donc maintenant c'est fait. Donc les exigences sont basées sur ces trois thèmes. Lorsque vous ne mettez pas toutes les entreprises et tous les paiements, lorsque vous ne définissez pas la matérialité, lorsque vous ne pouvez pas apporter la preuve que les données qui sont déclarées à l'ITIE sont fiables, vous perdez. C'est cela les exigences, madame. Mais voilà, quand un pays est déclaré conforme à l'ITIE, cela veut dire qu'elle respecte toutes les validités. Oui, donc elle est valide, donc elle respecte toutes les exigences qui ont été données. Alors, mais qu'est-ce qui arrive lorsque un pays déclaré conforme a failli à ces exigences? Qu'est-ce qui arrive? Non, vous ne pouvez pas devenir conforme si vous avez failli aux exigences. Non, mais lorsque vous devenez déjà conforme et que par la suite vous avez C'est même plus grave, madame. C'est très grave. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Qu'est-ce qui arrive? Vous pouvez être radié de l'ITIE. C'est plus grave. Et quelles sont les sanctions? Radiées, oui, mais il y a d'autres sanctions qui peuvent s'en suivre et handicaper la marche économique du pays. Oui, mais l'attractivité. Beaucoup d'entreprises peuvent fermer dans un pays qui perd une place de choix à l'ITIE, madame. Je vais dire quelque chose très brièvement. Vous savez que nous venons de terminer cette Coupe du Monde. Lorsque les joueurs qui jouaient très bien dans leurs équipes nationales, on les amène maintenant, comme on aime parler chez nous, j'aime mon fils qui aime parler du Grand Liboulou. Donc Maracana, c'est le Grand Liboulou. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai joué très bien chez nous, au Nigeria. Maintenant, ici, je ne sais pas comment jouer. C'est maintenant ou jamais que le pays devient conforme, qu'il doit montrer qu'il peut appliquer très bien les exigences de l'ITIE. Donc, jouer vraiment à la perfection pour remporter la grande coupe. Donc, lorsqu'un pays maintenant fait de la blague parce qu'il est devenu conforme, il n'améliore pas le processus et les déclarations, il est radié de l'ITIE international. Mais voilà, puisqu'il y a quand même un souci au niveau de l'opinion publique qui pense qu'il y a vraiment opacité autour de cette histoire, puisque c'est l'État congolais qui déclare les entreprises assujetties. Ne craignez-vous pas que dans cette liste qui est transmise à l'ITIE, qu'il y ait un peu d'autres entreprises oubliées ou qu'on a peut-être caché d'autres entreprises qu'on devait déclarer? Madame, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour éviter cela? Merci madame de me prêter les mots pour que je réponde. En fait, l'ITIE de chaque pays est géré par un groupe multipartite. Donc dans le groupe multipartite se trouve le gouvernement est représenté, les entreprises industrielles sont représentées et la société civile, madame. Le gouvernement publie, les entreprises publient, mais la société civile regarde. La société civile, et d'ailleurs, il faut l'avouer, on n'a pas honte de donner coup de chapeau à la société civile de notre pays, qui a regardé de très près les rapports ITIE pour dire il manque cela, il manque cela. C'est pour cela que nous avons publié un rapport complémentaire pour améliorer notre rapport 2011 qui était publié. Alors, dans le groupe multi... Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'État va lésiner sur les déclarations en disant « je protège ». Il n'y en a pas, il n'y a pas moyen. Les entreprises elles-mêmes, madame, se sont appropriées le processus. Et je voudrais vous rappeler, madame Magique, que les entreprises sont fières du processus ITIE. Et surtout de notre conformité. Parce que maintenant, elles peuvent encore augmenter leurs capitaux. Elles peuvent encore plus apporter en disant tout ce que nous dépenserons dans ce pays sera déclaré. L'État ne pourra pas nous prendre un franc de plus ou nous, on peut refuser de lui payer un franc de moins. Donc,
les entreprises sont très fières. Tout ce qui était de la magouille, parce que vous parliez de l'opacité, tout ce qui était payé comme à côté, désormais, cela n'est plus de mise. Parce que lorsqu'une entreprise va effectuer un paiement de côté d'$1 million pour corrompre, l'entreprise va déclarer. J'avais 1 million de dollars, je l'ai payé au titre de la corruption de l'administration des mines dans l'administration des hydrocarbures. Et nous mettrons ça à la face du monde. Nous mettrons ça à la face du public pour dire telle entreprise X, en dehors des taxes qui sont officielles, effectue aussi des paiements des à côté au titre de corruption. Est-ce que vous pensez que l'État, avec un premier ministre du genre Matata Pogno, vous acceptez que Matata va dire « Je suis fier qu'on ait corrompu mes hommes dans l'administration, dans mon gouvernement ». Vous pensez qu'un gouvernement avec un chef de l'État qui a adhéré à l'ITIE librement et qui nous a poussé, il va accepter aujourd'hui que les entreprises déclarent ce qu'ils payent d'à côté? Non. Donc, l'exhaustivité, je vous ai dit, toutes les entreprises sont tenues de se déclarer d'abord elles-mêmes. Je suis là, vous m'avez oublié. Et l'État, avec toutes ces entreprises publiques, l'État vous les donne. Donc, la JICAMINE dit, moi j'ai fait des opérations économiques, financières, avec telle industrie. Vous ne pouvez pas oublier que mes parts sont dans telle industrie, telle autre industrie m'a payé autant. C'est passionnant, madame. C'est passionnant maintenant. C'est tout le monde qui s'accroche, tout en pensant que la société civile est témoin. Voilà. La société civile est informée de tout ce qui se passe et elle vient vous dire, là vous avez oublié, là vous n'avez pas donné, savez-vous qu'il se passe ceci? Ce sont les membres de la société civile qui travaillent dans ces entreprises, qui sont partie prenante à l'ITIE, donc qui apportent les informations. D'accord. Alors comment expliquez-vous parmi une trentaine de pays aujourd'hui 47 membres de l'ITIE. Oui, merci beaucoup. Parmi ceux-là, il y a quand même des pays qui sont en train de s'appauvrir davantage depuis qu'ils sont déclarés pays conformes. Je prends à la volée comme ça la Mongolie, le Yémen, la RCA, vous avez, à côté. Oui. Qu'est-ce qui explique cela? Oui. Est-ce que vous ne craignez pas que la RDC tombe dans la même situation que ce pays-là? Il y a un problème, madame, que je dois vous expliquer aujourd'hui. Merci de prendre position par rapport à ces pays. Vous avez raison de les citer. Lorsque nous publions les rapports ITIE, la première chose, il faut que le public les débatte. Nous débattons maintenant des rapports ITIE. En fait, nous parlons d'abord de la promotion de l'ITIE. Mais j'aimerais que vous m'invitiez, que vous lisiez les rapports ITIE, que nous les passions en peigne fin devant le public et qu'on débatte. Pourquoi est-ce que la JICAMINE reçoit de l'argent des entreprises partenaires et la JICAMINE ne se développe pas? Nous avons besoin que, c'est à partir des rapports ITIE que vous pouvez avoir des moyens, en fait, des éléments de pouvoir poser la question. Le DG de la JICAMINE est prêt de venir ici. Nous pourrons faire venir. Donc, il faut que le public se saisisse des rapports ITIE pour interroger. Ce ne sont pas des rapports du professeur Makdoumba, ce ne sont pas des rapports du groupe multipartite, ce sont des rapports du public qui doit les saisir, qui doit débattre de ça. Quelqu'un m'a posé la question quelque part, c'est ça des intellectuels, ce sont des élites. Non, nos rapports sont publiés dans les langues nationales. Donc tout le monde peut prendre et lire et interroger. Et demain, j'aimerais bien, Magique, vous inviter, demain il y a le lancement de la campagne de dissémination des rapports ITIE par la société civile. Et moi, j'ai vu dans mon signataire 3 ou 4 invitations. J'aimerais vous réserver pour que vous participiez au débat sur les rapports. Comment le public pose des questions à la société civile. Qu'est-ce qu'on a fait de tel montant, de tel. C'est cela qui est important. Lorsque l'élément, je vais terminer par là, l'élément le plus important actuellement dans l'ITIE, c'est la redevabilité. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement doit rendre compte au public de ce qu'il a fait de l'argent. Et ça, c'est le refrain de Matata Pogno. Mais oui, justement. Alors, lorsque dans ce pays, madame... Justement, dans cette logique, comment faites-vous pour savoir si l'argent versé au trésor public est réellement affecté au développement? Oui, ce n'est pas à l'ITIE de le faire. Nous vous disons qu'en 2011, madame, je vais dire, en 2007, nous avons dit que
les industries extractives ont apporté à l'État 230 millions. Pour 2007. En 2008-2009, nous avons dit qu'ils ont apporté 749 millions de dollars. En 2010, nous avons dit qu'ils ont apporté 900 millions de dollars. Maintenant, en 2011, nous avons dit c'est 1,4 milliard. Mais madame, il appartient au public. Ce n'est pas nous qui allons expliquer ce qu'on a fait de 1,4 milliard. Et le Premier ministre l'a demandé le 31 décembre 2013 à Lubumbashi lors de la conférence présidentielle sur les mines. Il a dit, je ne veux pas seulement qu'on me dise, voilà ce qui a été perçu par l'État, mais qu'on dise aussi ce qu'on en a fait. Alors ce n'est pas, s'il nous donne cette charge, cette fonction, de lui expliquer ce qu'on en a fait, mais aussi que le Parlement cherche à savoir qu'est-ce qu'on a fait des 1,4 milliard, madame. Donc c'est cela qui est très important. Alors dans ces pays-là que vous venez de citer, il faut avouer que le thème de la redevabilité a baissé. Mais il a baissé parce que le public a croisé les bras. Le public, aujourd'hui, vous parlez de la République centrafricaine, vraiment qui est en guerre. Qui va encore demander les comptes de ce qu'on a fait, de l'argent provenu de l'or et du diamant? Plus personne. Et alors ça va baisser, la pauvreté et tout ça. Mais c'est que nous pensons chez nous. Nous pensons chez nous que nous sommes des nationalistes. Et nous pensons aussi que la volonté politique, elle est différente de la Mongolie, elle est différente de la RCA, elle est différente de tous ces pays que vous venez de Yémen. La volonté politique de c'est cette volonté exprimée par la croissance économique, exprimée par l'émergence voulue, exprimée par l'engagement dans la vision d'élévation de notre économie. Ça, c'est une volonté que nous voyons. C'est différent. Mais justement, dans cette même ordre d'idée, est-ce qu'il vous arrive ou est-ce que vous travaillez avec un cabinet d'audit sur terrain pour déceler des erreurs et des irrégularités? Nous lançons un appel d'offres, madame. Et nous demandons aux spécialistes, aux cabinets d'audit, c'est vrai ce que vous dites, nous faisons un appel d'offres. Les cabinets d'audit internationaux viennent et nous travaillons avec un cabinet de renom comme le cabinet de Emery Mukendi Enfouin, qui nous donne beaucoup de conseils, qui nous orientent. KPMG a réconcilié nos comptes, madame. Et il regarde si les déclarations qu'on lui a données, ce sont des déclarations provenues des comptes audités. Nous ne travaillons pas nous avons travaillé en 2009 avec Pricewaterhouse. Nous avons travaillé, ce sont des cabinets internationaux. On ne prend pas quelqu'un sur la rue pour venir réconcilier ces données et regarder à la valeur de l'audit de la certification. Pas du tout, madame. Ce sont des grands cabinets que nous recrutons. D'accord, on va parler des rapports ITIE. Alors dites-nous, comment se fait-il que le rapport 2007 a été publié en 2010? Oui, 2009, voilà. En fait, le principe de l'ITIE... Le rapport 2007 a été publié en 2010. Oui, 2009. En 2009. Oui, 2009. Okay. Vous avez raison. Merci pour cette question parce qu'elle me donne l'occasion d'éclairer les choses. À l'ITIE, c'est un principe. C'est même une exigence. Un pays ne peut pas publier le rapport ITIE de plus de 2 ans avant. Non. Mais 2 ans avant, vous pouvez le faire. Voici comment ça s'est passé en République démocratique du Congo. Après. Oui, donc c'est-à-dire, nous sommes en 2014, pour me comprendre, en 2014. Nous ne pourrons pas maintenant publier le rapport de 2010. Non. Nous ne pourrons publier que le rapport 2012. C'est donc 2 ans au moins. Mais en ce qui, quand nous avons commencé, donc on adhère, voici madame comment ça se passe. La République démocratique du Congo adhère à l'ITIE en 2005 et en 2007, elle devient pays candidat. En 2007. Elle devient pays candidat, l'ITIE est né en 2002. Les pays ont commencé à adhérer. En 2005, la RDC adhère et en 2007, elle devient pays candidat. En devenant pays candidat, il fallait maintenant commencer le travail. C'est seulement en 2009 qu'il y a eu l'arrêté, le décret du Premier ministre qui a bien organisé l'ITIE RDC. C'est à cette époque-là qu'on a lancé la publication du premier rapport. Alors pour respecter ce principe, on est en 2009
il fallait prendre le rapport 2007. Prendre le rapport 2008 à ce moment-là, ce n'était pas possible. Vous savez que l'année fiscale en République démocratique du Congo est à cheval sur deux années. Part du mois de mars, 31 mars, au mois de 31 mars de l'année passée. Donc nous étions en 2009. Nous ne pouvions pas publier le rapport 2008 parce que l'année fiscale n'était pas encore terminée. Donc c'est comme ça qu'en 2009, on a publié le rapport de 2007. Alors, lorsque ce rapport n'a pas réussi, on nous a demandé de publier un second rapport amélioré. La République démocratique du Congo, en 2010, a estimé que pour rattraper le retard, il fallait publier un rapport jumelé 2008 et 2009. Comme on était déjà en juin, au-delà de la fin de l'année fiscale. Alors, maintenant, ce rapport a échoué. Il n'est pas sorti à temps. Donc, il n'est sorti qu'en 2012. C'est ce qui a fait que nous ne pouvions pas passer devenir comme pays conforme. Alors, quels sont les indicateurs que la RDC devait corriger par rapport à ce rapport? Donc, les indicateurs, c'était l'exhaustivité, la matérialité et la fiabilité. Ce n'était pas vu dans le rapport 2008-2009. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour publier ce rapport. 2008, c'était encore bon, mais prendre 2009, et je vous rappelle, Madame Magic, que 2009, c'est l'année de la crise internationale financière, qui a frappé de plein gré les entreprises, les industries extractives, qui n'ont pas pu donner les informations correctes et effectuer des paiements que l'État attendait. Ça nous a porté préjudice. C'est comme ça que nous allons publier notre rapport 2010 corrigé, amélioré en 2013. Et lorsque nous sortons ce rapport aussi, il n'est pas exhaustif. Il y a, vous rappellerez, l'inspection générale des finances va dire, nous n'avons pas retracé au trésor public 88 millions de dollars qui étaient déclarés à la DGRAD. Ça nous a valu un blocage. Et on a dit, on n'a pas retrouvé Cohydro dedans. On n'a pas trouvé toutes les informations sur le contrat chinois dans le rapport ITE. On va parler de contrat chinois, mais oui. Dites-nous d'abord comment s'effectue la dissémination de ces rapports. Qui s'en occupe? Alors, pour éviter que nous puissions limiter la possibilité d'atteindre le maximum du public, les rapports ITE sont disséminés par les organisations de la société civile. Publier ce que vous payez, c'est une des organisations internationales qui s'occupe de l'ITE dans notre pays. Le président, notre ami Maître Jean-Claude Katende, va lancer la dissémination à partir de Kinshasa le mercredi. Donc, toutes les organisations de la société civile reçoivent le rapport, reçoivent les moyens, vont à la rencontre jusque dans les paroisses catholiques, protestantes, kimbanguistes. Ils vont rencontrer les universitaires, ils vont rencontrer les maraîchères, les associations des femmes, et ils vont parler des rapports ITE. C'est la société civile qui s'occupe de la dissémination, madame. D'accord. Puisque vous avez évoqué le contrat chinois, parlons-en. Qu'en est-il? Où en sommes-nous avec ce contrat? Alors, le contrat chinois est d'abord mal perçu. À tort, parce que les gens ne cherchent pas à connaître. En quoi consiste le rapport chinois? Le rapport chinois ne consiste pas à ce que les Chinois ont apporté l'argent à la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo a donné les minéraux aux Chinois. Non, ce n'est pas ça. La République démocratique du Congo était à la recherche des capitaux frais pour ses infrastructures, pour sa modernisation. Et ils trouvent des partenaires chinois qui disent, nous on a l'argent, mais nous voulons que nous puissions faire une association avec vous pour exploiter les minéraux. Mais la République dit, nous n'avons pas d'argent. Ils disent, nous sommes capables d'apporter de l'argent pour qu'on aille exploiter les minéraux. Et la République démocratique du Congo, très intelligente, saisit l'occasion et dit, ok, donnez-moi 9 milliards, qui ont été rabattus bien sûr jusqu'à 6,5 milliards. Mais ce qu'on va faire, c'est, je prends 3,5 milliards, je construis les infrastructures, les routes, les chemins de fer, les ponts, les hôpitaux, les universités, les écoles, avec ça. Mais les 3 milliards qui restent, vous, groupe d'entreprises chinoises, avec la GECAMIN, on va faire une association qui s'appelle SICOMIN, la Sino-Congolaise des mines. On fait cette association et je vous donne les terrains pour exploiter les mines.
Donc vous exploitez les minéraux, vous les sortez, on les vend. Quand on les a vendus, nous distribuons les bénéfices. Lorsque nous avons partagé les bénéfices de la République démocratique du Congo vont rembourser les 6 milliards et demi. C'est cela le contrat chinois, madame. Alors maintenant, donc on ne donne pas les minéraux contre les infrastructures. Où est-ce qu'on en est? Je vais vous dire où est-ce qu'on en est. Beaucoup de projets ont été réalisés et livrés à la République démocratique du Congo. Mais l'argent n'est pas fini. Parce que les gens croient qu'on a déjà utilisé les 3 milliards et demi pour les infrastructures. Pour craindre de payer les intérêts, on prend mouké, ndambo, ndambo. On réalise une œuvre, on réalise une infrastructure et on pense à une autre. On n'a même pas encore, madame, aujourd'hui, atteint 1 milliard. Mais les travaux s'effectuent. Si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, on est en deçà de 1 milliard sur les 3 milliards pour les infrastructures. Mais les minéraux, donc sur les mines, le projet mine continue. On est en train de développer ce projet et on a déjà trouvé les mines qui seront exploitées pour sortir les minéraux. L'entreprise existe. On a nommé un directeur général qui est congolais. Les Chinois ont nommé leurs partenaires. Donc le projet continue, il est en développement, mais les infrastructures aussi. Mais l'argent est encore là. Si on avait des milliers d'ingénieurs, ça va vous surprendre, parce que ça, je l'ai appris du ministre de TPI, qui a dit, mais où sont nos ingénieurs? S'il y a plusieurs ingénieurs congolais, on va leur donner d'effectuer des travaux d'infrastructure et plusieurs endroits à la fois, et on aura à payer moins d'intérêts. Il faut nécessairement près de 90 jours pour réaliser l'œuvre et payer moins d'intérêts. Quand vous allez au-delà, on craint de payer plus d'intérêts de l'argent qui est mis à notre disposition. D'accord. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce que l'ITIE n'intervient pas pour empêcher la signature de certains contrats léonais? Ce n'est pas notre rôle. L'ITIE n'est ni gendarme, ni inspecteur. Les contrats léonais, il appartient à la société civile qui sait qu'il y a des contrats léonais d'intervenir. La société civile est associée à l'élaboration de la loi sur les mines et sur le pétrole. Nous, quand il y a des contrats léonais, nous, ce que nous attendons aujourd'hui, nous allons le dire dans nos rapports. Maintenant, nous avons des informations contextuelles que nous allons maintenant publier dans le rapport. Je vous informe que même dans le prochain rapport ITIE, vous verrez qui est propriétaire de telle entreprise. Nous allons les déclarer. S'il y a eu des contrats léonais et qu'il y a des preuves qu'il y a eu dilapidation des revenus pour le compte de la République, nous allons circonscrire cela pour donner l'ensemble des vues des entreprises dans notre rapport. Mais nous, on ne va pas frapper personne, nous ne sommes rien. Nous sommes Kirikou. Nous sommes petits, on réagit en bas, mais nous apportons des grands résultats. Oui, puisque nous avons évoqué les minéraux, le secteur pétrolier a toujours été problématique. Est-ce qu'on peut dire par là que la malédiction de ressources naturelles pèse aussi sur la RDC? Madame, nous sommes en train de renverser la donne sur le problème. Je vais continuer à vous demander de ne plus regarder le Yémen, de ne plus regarder ces pays-là qui sont en train de s'appauvrir. Mais nous sommes en train de renverser la donne. Parce que aujourd'hui, nous ne pourrons pas, si notre public peut demander, peut exiger, peut savoir ce qu'on a fait, il va sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, nous allons publier, madame, dans notre prochain rapport au 31 décembre, les apports sociaux des entreprises dans les milieux riverains. Qu'est-ce que les riverains profitent des lieux où on a exploité? Alors, on revient sur le pétrole. Je vais vous étonner et je vais vous dire, contrairement à ce que vous pensez, à l'ITIE, c'est le secteur pétrole qui est plus, donc clairement, qui donne le maximum d'informations que le secteur des mines. Nous avons encore un peu de difficultés de recevoir des informations. Mais dans le secteur de pétrole, c'est vraiment extraordinaire. Ce que déclarent ces entreprises, c'est ce que déclare l'État. Les écarts sont moindres. Bon, il y a des gens, je vais vous surprendre. D'après vous,
Madame, vous pensez qu'il y a combien d'entreprises pétrolières en République démocratique du Congo? Vous en citerez peut-être 3, 4, 5. Mais je vous dis qu'à cause de l'ITIE, moi aussi je le découvrais, nous avons pu circonscrire 27 entreprises pétrolières. Donc qui effectuent des paiements très importants. Sur le 1 milliard 500 et 400 millions de dollars du rapport, il faut dire que 500 millions sont venus du secteur du pétrole. Donc, nous, à l'ITIE, nous sommes très fiers du secteur des mines, parce qu'il s'accroche, il s'approprie, mais nous sommes très fiers du secteur pétrolier. Il faut le dire, contrairement à ce que les gens pensent, et les choses sont beaucoup plus claires dans le secteur du pétrole que dans le secteur des mines. Oui, puisque vous déplorez vraiment d'opacité dans le secteur de mines. Dernièrement, il y a eu un forum à Goma sur les mines. Le constat a été fait que beaucoup de minerais ont été produits, mais il n'y a pas eu grand-chose versé sur le trésor public. Qu'en dites-vous? Oui, madame. Tout le monde le sait que nous vendons plus que ce qui revient. Il y a encore du travail à faire. Non pas au niveau de l'ITIE, mais à plusieurs niveaux. Renforcer le mécanisme de contrôle, renforcer le mécanisme de perception des revenus du secteur. Il y a encore des gens qui sont dans la corruption, dans la triche, qui émettent des vraies fausses preuves des paiements à la banque commerciale. Tout cela, il faut donc renforcer le mécanisme. Il faut que les parlementaires, non pas qu'ils effectuent des rapports de contrôle et que ces rapports soient classés dans les bibliothèques. Les parlementaires doivent poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait le résultat. C'est une vérité incontestable. Nous produisons plus de minerais, nous vendons plus à l'extérieur. Combien d'argent pour les entreprises reste à l'extérieur? Qu'est-ce que l'État dit? Est-ce que l'État réclame que le pourcentage des dividendes revienne dans le pays? Tout cela, ça incombe et à la vigilance de notre gouvernement, à la vigilance des mécanismes qui sont mis en place pour le contrôle. Mais voilà, puisque vous parlez de la corruption, on sait tous que la RDC perd chaque année entre 15 et 20 milliards de dollars par rapport à la corruption. Alors vous, que conseillez-vous pour la lutte contre la corruption? Je l'ai dit, premièrement, il faut l'expertise du personnel dans les régies financières. Il faut qu'on ait des personnes qui comprennent et qui doivent. Regardez, la DGRAD, le Premier ministre fait l'effort pour la moderniser, qu'elle ait des instruments modernes de contrôle. Aujourd'hui, si vous allez au Botswana, je vais vous dire, si vous vendez une seule petite graine de diamant dans un comptoir, lorsque le chef de ce comptoir frappe sur son ordinateur pour enregistrer cet achat, tout le pays de Botswana est informé, donc pour l'extérieur, donc aux frontières, dans les administrations, tout le monde sait qu'on vient d'acheter un diamant qui est provenu de tel, il coûte là, la valeur de revente est de temps. Ce mécanisme, on est en train de le mettre en place maintenant. On est l'interconnexion des services pour pouvoir contrôler. Alors, la corruption, c'est nous gangrène. Et qu'est-ce que moi, un citoyen comme moi, je peux dire? Je dis au gouvernement, fais ton travail. Mais alors, puisque l'ITIE prône la bonne gouvernance, que dites-vous, pas vous en tant que citoyen, vous en tant que coordonnateur? Oui, je vais le dire. Que dites-vous de la lutte contre l'impunité? D'abord, je voudrais dire que il y a des termes économiques modernes qui sont venus, que tout le monde écoute à la radio, à la télévision, on reproche au gouvernement de la bonne gouvernance, on lui dit des trucs. Et puis quand vous demandez à quelqu'un, j'aime les micros là qui se promènent baladeurs, j'aimerais qu'on pose la question aux citoyens congolais, d'après vous la bonne gouvernance c'est quoi? Je pense que nous aurons des réponses multiples et on n'aura pas la vraie. Or la vraie est simple, tout le monde peut le dire, la bonne gouvernance c'est-à-dire la gestion commune des biens publics. C'est ça la bonne gouvernance. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous disons, il faut renforcer, il faut que, c'est de là que sort la redevabilité. Aujourd'hui, si le gouvernement rend compte au public des revenus du secteur, il faut que le public participe à la gestion de ces revenus.
Et ceci pourra mettre fin à la corruption. Alors, à l'impunité, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas dire, mais je continue à louer cette action du Premier ministre Matata Ponyo. Dès qu'il est entré au pouvoir, et dès qu'il a pris les rênes du gouvernement, il a demandé à ce que le procureur général de la République s'occupe des écarts produits dans les rapports ITIE. Et nous avons la réquisition d'informations du procureur général pour lui communiquer chaque fois les déclarations des entreprises de l'État et les écarts qui restent. Est-ce que ceci, à travers l'ITIE, c'est de l'impunité? Moi, je ne crois pas. Ce que moi, je crois, c'est que s'il y a de l'impunité, il faut que le public s'élève et réclame. Dans les débats, il y a les mécanismes pour le débat. Mais nous allons dénoncer, nous aussi à l'ITIE, dans les rapports ITIE, si nous savons par exemple qu'une entreprise n'a pas effectué des paiements correctement, parce qu'elle est protégée par le gouvernement par exemple. Quelles seront les sanctions? Vous savez à quelle heure le Premier ministre Matata commence le travail? À 5 heures. 5h30. Oui, voilà. Alors nous on l'appelle. Nous ne nous gênons pas de l'appeler et lui dire telle entreprise refuse de nous donner les informations. Nous réveillons le gouverneur de province, les ministres, le ministre de l'Intérieur. Nous demandons à tout le monde d'intervenir pour qu'on ait nos données. Et nous les avons toujours. Est-ce que je vais vous dire que le gouverneur de province du Katanga, nous lui avons dit, une entreprise telle n'a pas déclaré, elle refuse de déclarer. Vous savez ce qu'il a fait? Il a donné des gros cadenas comme ça, allez fermer. Ok, très bien. Voilà. Très bien. On est à la fin, on va finir par là. Alors dites-nous, en RDC, puisque vous avez évoqué le cas de parlementaires congolais, quel lien y a-t-il entre l'ITIE et le Parlement? Un très bon lien, ou même des très bons. Nous avons une très très bonne relation. Savez-vous que lors de la proclamation de l'ITIE comme pays conforme à Mexico City, il y avait un parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a délégué un parlementaire pour parler au monde entier. L'ITIE, le conseil d'administration, c'est le monde entier. Les grands de ce monde siègent à ce conseil d'administration. Et on a dit, le Parlement, c'est une initiative personnelle du président de l'Assemblée. Mais nous savons qu'il a délégué 2 membres, en fait, un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat. Ils siègent tous les jours avec nous au groupe multipartite qui est le comité exécutif. Mais je voudrais vous dire que ils prennent les informations, ils les transmettent, ils prennent nos rapports, ils les disséminent au Parlement. Il y a la commission nationale et la commission parlementaire sur les ressources naturelles qui travaille avec nous. Nous leur donnons des informations, nous renforçons leur capacité pour qu'ils puissent contrôler les déclarations à l'ITIE. Donc les relations sont au beau fixe. Nous avons un plan de travail annuel où il y a beaucoup d'activités qui sont prévues entre l'ITIE et le Parlement. Notre feuille de route nous conduit toujours à être ensemble avec le Parlement, ce qui est une très très bonne chose parce qu'en fait, nous avons un guide du législateur dans l'ITIE, nous leur avons remis, ils suivent de très près le processus de transparence et de bonne gouvernance à travers l'ITIE. D'accord. Professeur, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation, nous sommes à la fin. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, merci aussi à vous. Vous avez passé 45 minutes pour suivre cet entretien. J'espère que vous avez été édifiés autour de l'ITIE et des processus jusqu'à ce que les pays soient jugés conformes aux exigences de l'ITIE. C'est une satisfaction auprès du gouvernement congolais avec Matata Ponyo. Parfaitement raison, voilà. madame. Alors, nous vous invitons à suivre cette émission encore demain. 7h30, mais également le jeudi à 23h heure de Kinshasa. Mais entre-temps, restez branchés sur le programme de B1 Télévision. À très bientôt.